retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Le bonheur c'est les autres. Vous vous rappelez, BLA, blabla, le bonheur c'est les autres. Avec une chanteuse qui se nomme Almé. Bonjour Almé. Bonjour. Almé, c'est pas désobligeant, on vient de le dire, vous n'êtes pas encore super connue. Non, pas encore. Mais vous gagnez à être connue, bien entendu. C'est pour ça que vous êtes entre autres dans mon épisode. Comment puis-je vous décrire? Vous êtes une jeune femme, blonde aux yeux clairs. Et puis, moi, je vous ai découvert par vos chansons, par votre univers. Qui est Almé, en fait, derrière cette façade, cette jolie façade? Oh, c'est une bonne question, ça. Je suis bien désorientée. Je peux vous dire ce que je fais plus que ce que je suis. Je pense que ce sera plus facile. Ce que je fais, c'est que j'écris des chansons. Je les joue au piano, je les chante. Parfois aussi, j'interviewe des gens, donc je suis à votre place et je fais des podcasts. Ça, j'adore aussi. Alors, il s'appelle comment votre podcast d'ailleurs? Il s'appelle État sonore. État sonore. On ira voir ça, on ira écouter ça. Oui, ça doit sortir bientôt. Il faut que je termine ce montage. Et ce que j'aime, c'est raconter des histoires avec différents médiums. Et là, il se trouve que c'est le piano et la musique et le chant. Et l'écriture, bien sûr. Et vous êtes venu à la chanson par la musique ou plutôt par les textes ou par les deux? Par les deux. Moi, je fais du piano depuis que je suis toute petite, mais c'était vraiment du piano classique. Je faisais pas forcément de composition. Et j'ai aussi toujours écrit, mais c'était pareil, ça restait un peu dans mes tiroirs. J'ai écrit différents formats. Ça pouvait être j'ai écrit un court-métrage, j'ai écrit des articles de journaux, j'ai écrit des chroniques radio, j'ai écrit des poèmes. Ah oui. Enfin bon, beaucoup de choses. Et les poèmes, effectivement, petit à petit, sont devenus des chansons. Et ces poèmes, d'ailleurs, je les colle sur les murs dans les rues de Paris. Ah, ouais. Incroyable. C'est quoi, c'est des courts textes type haïku ou... Un petit peu plus longs que des haïkus, mais sont soit des extraits de chansons existantes ou à venir, soit des poèmes qui n'ont pas vocation à être mis en musique. D'accord. Et vous avez toujours été artiste ou vous aviez fait autre chose avant? Oula, non, j'ai fait beaucoup de choses avant. J'ai fait un parcours très classique, prépa littéraire, Hippocane, Cagne. Après, j'ai fait une école de commerce. Donc, je suis titulaire d'un MBA en management. Wow. Exceptionnel. Et après, j'étais comédienne, réalisatrice. Ah, d'accord. Donc, je suis passée par beaucoup d'étapes différentes, mais maintenant, c'est surtout la musique qui me... Et vous n'avez peut-être pas renoncé, peut-être que vous pourriez redevenir comédienne ou... Oui, je le fais encore de temps à autre, c'est vrai, mais c'est moins mon principal sujet. Alors la question, qui est toujours la question principale de ce podcast, puisqu'on parle de bonheur, le bonheur c'est les autres. Si je vous demande comme ça, spontanément, qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur? Quelle définition vous donneriez du bonheur? Mais c'est marrant cette phrase, le bonheur c'est les autres, parce que normalement c'est plutôt l'enfer c'est les autres. Justement, c'était une réponse à Sartre, et d'ailleurs ce que vous avez dit justement tout à l'heure, vous avez dit je préfère me définir par ce que je fais que par ce que je suis. C'est un peu le principe de l'existentialisme, donc l'existence précède l'essence. Mais j'ai toujours trouvé que cette expression « l'enfer c'est les autres » était problématique. Après ça dépend de comment on l'appréhende cette phrase, mais moi je considère, donc c'est un peu le postulat du podcast, que le bonheur n'est pas quelque chose d'individuel, il ne peut se concrétiser, se réaliser qu'à travers les autres, ou avec les autres. Voilà, à vous, parce que c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi qui j'aime bien réponds au savoir podcast. d'où ça vient, Voilà. ces questions. Et alors, c'est quoi votre définition du bonheur? Je pense que c'est un état agréable qu'on recherche tous. J'ai l'impression que c'est presque dans notre nature de rechercher ça. Et je pense que c'est un état évidemment souhaitable, mais pas forcément pérenne. Et que justement, c'est cette recherche-là aussi qui peut parfois être une recherche effrénée qui nous emmène plutôt du côté sombre et qui peut aussi parfois nous permettre de révéler le meilleur en nous. Et donc, je pense que c'est la quête plus que le but qui est intéressante. Est-ce que vous considérez qu'il y a des gens qui sont doués pour le bonheur et d'autres qui ne le sont pas? J'ai l'impression... Alors, déjà, je pense que la signification du bonheur est très différente en fonction des gens. Donc moi, je vais vous parler que de mon prisme et de ce qui, moi, m'apparaît comme le bonheur. Et de ce point de vue-là, oui, j'ai l'impression qu'il y a des gens, en tout cas, qui ont plus d'enthousiasme face aux choses. Et comme pour moi, l'enthousiasme est beaucoup lié à cet état de bonheur, je dirais que oui, il y a des gens que je sens plus sur une pente ascendante en général, malgré les coups durs, malgré les... Je pense que c'est aussi une capacité à se relever et à reconstruire derrière les chutes qu'on fait tous, en fait. J'ai grandi dans une famille
où la psychanalyse a toujours été très centrale, très importante, quelque chose dont on parlait, et donc évidemment une manière d'analyser le monde qui était... c'était normal de décortiquer les choses, de chercher les actes manqués, les lapsus, et puis plus tard aussi les synchronicités, tout ça. Moi j'adore ça, ça me fascine. Après, on fait beaucoup le procès de la psychanalyse en ce moment, et il y a des choses à redire aussi, hein, certainement. Je pense qu'en tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est cette manière qu'on peut se donner, s'offrir, de consacrer du temps à réfléchir à notre rapport au monde. Et ça... Et donc, pas uniquement à notre place dans ce monde, mais à notre rapport aux autres et en quoi les autres nous font avancer. Je pense pas que ce soit quelque chose de fondamentalement nombriliste. Je pense que c'est justement quelque chose qui, pour revenir à le bonheur, c'est les autres, qui nous permet de mieux nous relier aux autres en comprenant mieux les tenants et les aboutissants de nos actions et de nos relations. Alors, vous êtes encore très jeune, mais quel souvenir heureux vous gardez de votre enfance, et surtout quel est celui qui remonte spontanément à la surface, là, à l'instant T, là. Alors là, mais souvent, c'est vraiment les mimosas du sud de la France, cette odeur et ces couleurs on allait tous les étés quand j'étais vraiment petite en Provence, et il y avait vraiment, c'était très idyllique. Il y avait un petit portail tout petit, vraiment qui servait à rien, quoi. C'était vraiment symbolique, en bois, qu'on ouvrait, et derrière il y avait le sable, la mer, et à l'entrée, au bord de ce portail, sur la droite, il y avait un grand buisson de mimosas. On a l'impression qu'on y est là. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, j'y suis souvent. Ça va donner une chanson, ça, peut-être. Peut-être. C'est votre Madeleine à vous, quoi. Ouais. Le mimosa. C'est quoi le livre, le film ou la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur, alors vous avez dit que vous avez fait des études littéraires de haut niveau, qui vous a marqué de façon indélébile, et surtout pourquoi ? Alors si, il y a un film, enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais là, comme ça, ce qui me vient, il y a effectivement un film qui m'a énormément marqué, que j'ai vu bien longtemps après sa sortie, parce qu'il est sorti en 91, et j'avais pas du tout l'âge de le voir à ce moment-là. Mais je m'en souviens parce que je l'ai vu lors d'une rétrospective au Champeau, et donc il y a déjà toujours cette espèce d'ambiance de voir des films dans ce type de cinéma, dans le cadre d'une rétrospective. On n'y va pas avec les mêmes... on n'y va pas dans le même état que si on va au pâté Vepler en bas de chez soi. C'est très différent, je trouve. Enfin, moi, j'habite à côté du pâté Vepler. Là, vous parlez aux Parisiens, mais s'il y a des provinciaux qui nous entendent, le Champeau, c'est un cinéma culte qui se trouve dans le quartier Saint-Germain, rue des Écoles, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Et l'autre cinéma que vous avez cité, il est à Place de Clichy. Voilà, c'est un multiplex. Voilà. Un multiplex classique. Très bien, standard, mais voilà. classique. Voilà. Et donc, c'était Les Idiots de Lars von Trier, qui est un film... alors, je veux pas divulguer des choses pour ceux qui l'ont pas encore vu, mais ce film pose des questions absolument fondamentales sur le rapport qu'on a justement au monde et aussi au bonheur, aux autres, à la joie, ce qui n'est pas d'ailleurs exactement la même chose, sur cette manière d'appréhender le réel. Et moi, ça m'a vraiment... c'est un film qui m'accompagne régulièrement, et pourtant, je ne l'ai jamais revu. Mais j'y pense très souvent. Parce que il y a vraiment... ceux qui ne l'ont pas vu le verront. Enfin, je vous le recommande vraiment. Et je dirais pas que c'est mon meilleur souvenir de cinéma pendant que j'ai vu le film, parce qu'il y a des longueurs. Enfin, c'est un film du Dogme, pour situer. Oui, Dogma, ouais. Donc c'est très... c'est très caméra réaliste, avec vraiment que du son qui est pris en direct. Il n'y a pas tous les artifices, on va dire, de la narration cinématographique classique. S'il y a de la musique, elle va être dans la scène, etc. Donc il y a quelque chose d'assez minimal et peut-être parfois un peu abrupt dans la narration. Mais pourtant, le fond de ce qui est raconté est vraiment révolutionnaire. Sur la manière dont on peut changer son rapport au monde. Et ça, je trouve ça exceptionnel parce que ça montre à quel point notre rapport au monde est une fiction concrète. Et c'est le seul film de Lars von Trier qui a grâce à vos yeux, ou tout l'univers de Lars von Trier vous plaît ? J'aime beaucoup Lars von Trier et en général, je vois ses films. Cinéaste, peut-être moins le personnage. Ouais,
Et puis, en général, je vois ces films, mais j'avoue, aucun Vous a scotché comme ça. scotché comme celui-là. Vraiment, celui-là, il est bien au-delà de tout. De quoi ne voudriez-vous jamais vous passer, sous-entendu, pour être heureuse, pour atteindre le bonheur? Qu'est-ce qu'on peut pas qu'est-ce qu'on peut pas vous enlever? Si on vous l'enlève, voilà, ça devient invivable pour vous, Bah, la musique. forcément. Enfin, la musique, les livres. Enfin, je dis forcément, ça aurait pu être une autre réponse, mais alors, est-ce que vous Et pouvez... les livres. Musique et livres. Ouais, vraiment. C'est-à-dire qu'une journée sans musique ou une journée sans livre, c'est une journée perdue pour vous. C'est pas une journée perdue, parce que ça peut m'arriver d'être happée, comme tout le monde, dans des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Mais, et puis ça dépend, parfois on peut passer une journée merveilleuse sur une plage sans musique et sans livre. Hein. Mais je trouve que dans le quotidien, c'est quand même ce qui nourrit tout. Enfin, mes états émotionnels, mes réflexions, mon regard, quoi. Et ça, je trouve ça... On a tellement de chance d'avoir ça. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Pourquoi il y a des gens qui ne doutent pas? J'ai des personnes qui m'ont répondu qu'effectivement, elles ne doutaient pas. Qu'elles ne doutaient pas d'elles en tout cas, qu'elles pouvaient douter des autres, mais d'elles, elles ne doutaient jamais parce que sinon, elles s'écroulaient. Oui, il y a des gens qui... C'est vrai que on dit le doute profite à l'accusé. On a on a l'impression que forcément on doit douter dans l'existence, mais il y a des gens qui se forcent justement à ne pas douter. Ah, mais donc ils doutent alors. Forcément, et c'est compliqué de ne jamais douter. Mais surtout, la question, c'est surtout si vous doutez, donc a priori vous répondez oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Alors moi, je doute énormément, mais à tel point que ça devenait un handicap. Et donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, parce que le doute à outrance, c'est complètement néfaste. Et en plus, ça n'a pas forcément des fondements très justes. On peut croire que c'est une sorte de modestie, mais ça l'est pas. On peut croire que c'est une interrogation face au monde, mais ça l'est pas toujours. Je crois pas que les fondements soient fondamentalement justes. Et oui, je doute de moi plus que des autres. De toute façon, je pense que les autres et le rapport qu'on a aux autres sont toujours un reflet du rapport qu'on a avec soi. Et j'ai eu plutôt beaucoup de chance dans mes rencontres, mais j'ai aussi fait des rencontres absurdes et néfastes. Pas toxiques, si toxiques aussi. Oui, aussi, comme tout le monde. Enfin, c'est des parcours de vie. Ouais. Mais est-ce que le doute, il est... Mais j'ai pas douté à ce moment-là, d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont eu lieu. C'est pour ça qu'elles ont eu lieu. Mais est-ce que le doute, il n'est pas consubstantiel de la peur, en fait? C'est-à-dire une espèce de peur viscérale quand on est artiste... Et comme dit ma mère, la peur n'évite pas le danger. Ah, ma mère le disait aussi très souvent. Et ma compagne me le dit aussi souvent. La peur n'évite pas le danger, effectivement. Moi, franchement, je travaille à moins douter. Parce que on n'a pas beaucoup de temps ici, et le doute nous en fait perdre énormément. Et ça ne veut pas dire moins questionner, en fait. Je pense qu'il faut distinguer questionner les choses, et c'est normal, et pas être persuadé d'avoir raison. Ne pas douter, enfin moins douter, je ne pense pas que ce soit être persuadé d'avoir raison. C'est juste, à un moment, définir un objectif de quelque chose qu'on sait qu'on veut faire advenir, et à partir de ce moment-là, foncer dans cette direction. Et là, généralement, les choses conspirent à nous aider. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? Ah, c'est une bonne question, ça. Je pense rarement aux gens par rapport à leurs défauts, donc j'essaie de réfléchir à ce que vous me dites. Oui, mais c'est bizarre comme j'ai du mal à répondre. Je dirais, je saurais pas quoi dire. J'ai généralement pas mal d'indulgence pour les gens que j'aime et très peu pour les gens que je n'aime pas. Enfin, c'est-à-dire que je juste les sors de ma vie et je m'en fous.
C'est rare que je conserve une rancune en me disant ah oui cette personne soit j'arrête de la voir et ça m'allège, soit les gens qui me sont vraiment proches ils ont des défauts comme tout le monde, mais franchement ça me dérange pas. Je pense qu'il y a un défaut que je trouve vraiment difficile en revanche, donc je réponds à l'inverse de la question là, mais bon c'est pas grave, c'est la jalousie. Ça c'est un défaut avec lequel j'ai beaucoup de mal. C'était celui auquel je pensais que j'allais vous solliciter par rapport à ça, la jalousie. C'est le premier qui m'est venu, et alors je pense que c'est celui avec lequel j'ai le moins d'indulgence, justement. Les gens qui sont envieux, les gens qui sont... Parce que je trouve que c'est néfaste, c'est vraiment néfaste, et pour tout le monde. C'est néfaste pour la personne qui le vit, et c'est néfaste pour la personne en face. Alors je parle même pas des relations amoureuses, et puis c'est quelque chose qui a finalement pas si mauvaise presse que ça. Et je veux dire, même dans les violences conjugales, ah bah oui, mais c'est de ta faute parce que t'as regardé le mec comme ça, donc j'ai le droit de te taper dessus. Enfin, c'est surréaliste, je veux dire. Non, je trouve que c'est très grave, et je trouve que c'est plus qu'un défaut, parfois c'est une maladie en fait. Ouais. Franchement, c'est le défaut pour lequel j'ai le moins d'indulgence, je dirais. Alors j'introduis avec votre épisode, chère Almé, une nouvelle question, parce que vous êtes une amoureuse des mots et des notes. Quel est le mot de la langue française que vous préférez, ou au moins celui qui vous passe là, dans la tête? Ah bah là, tapis, parce que... Tapis? Ah ouais, non, ça va pas le faire. Tapis avec un S, pas Bernard Tapie. Non, pas Bernard Tapie. D'accord. Bon, c'est vraiment pas un mot qui m'intéresse tant. Non, vraiment non. Un autre, alors. Ça, c'est une question... Ah ouais, c'est une question... J'ai plus de mots. Très signifiante. Très signifiante, ouais. Oh là là, je suis... Bah, il y a un mot, là, qui me vient en tête, par exemple, que j'aime beaucoup, c'est le mot voyage. Je trouve que... Alors, est-ce que il y a des mots que j'aime bien, et il en fait partie, parce que je trouve que leurs sonorités vont avec ce qu'ils racontent. Alors qu'il y a des mots, pas du tout. Pas du tout, ouais. Par exemple, poubelle, je trouve que c'est hyper joli, et ça décrit pas quelque chose d'exceptionnel. C'était juste le nom d'un préfet, donc... En plus. Voilà. Alors que voyage, je sais pas, il y a plein de A, donc c'est très ouvert, il y a un V, on se voit déjà en train de voler dans les airs. Il y a quelque chose de très... ça invite à partir. Et je trouve que ça correspond à l'idée. Vous avez la vie devant vous, mais qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir? Aujourd'hui, on est dans une situation qui est très compliquée, à plein d'égards, très anxiogène. Et donc, il y a des gens qui sont plus ou moins pessimistes. Et en France, on est particulièrement un peuple pessimiste. Mais vous, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir? Ouais, c'est un moment vraiment compliqué. Hein. Et je trouve qu'on navigue entre se plonger dans l'actualité, essayer de comprendre, et puis tout d'un coup en sortir en se disant, bon, en fait, j'ai une vie à faire ici, et je peux pas la faire en étant en train de lire des articles toute la journée sur la guerre. Ce qui me rend optimiste, c'est quand j'entends des discours intelligents, nuancés. Et vous en entendez beaucoup? Pas beaucoup, mais quand j'en entends, ça me rend optimiste. La capacité à faire groupe ensemble par l'intelligence, en fait. Et quand je vois ça, bah là, je me dis, ouais, c'est super, c'est merveilleux. Bah, vous êtes une adepte du bonheur par les autres, donc avec les autres. Le bonheur, c'est les autres. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois? Alors, je sais que vous êtes bientôt, à l'heure où on enregistre là, vous êtes dans quelques jours, vous allez vous produire sur la scène des 3 Baudets. Oui. Donc, probablement, quand l'épisode va être diffusé, vous serez déjà passé aux 3 Baudets. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines, les prochains mois? Là, je vais bientôt rentrer en studio pour le prochain album. Donc, surtout que l'inspiration continue d'abonder et que cet album soit merveilleux et que vous ayez l'occasion de l'écouter. Je suis sûr qu'il sera top. Merci Almé. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et n'oubliez pas, le bonheur, c'est les autres. Oui, le bonheur, c'est les autres.